Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un update lecture, à vrai dire le 10e, et je vais rattraper mon retard de ces derniers mois en vous présentant tout ce que j'ai lu depuis à peu près janvier. On commence sans plus tarder avec Tiny Pretty Things de Sona Sharapotra et Doniel Clayton, qui est un livre que j'ai lu suite à la sortie de la série Netflix que j'ai regardé également. Et bon, pour vous dire, mon gros avis dessus, c'est que c'est vraiment deux adaptations complètement différentes. Je m'attendais vraiment à retrouver la même chose que dans le livre, dans la série, et finalement on n'a même pas ni la même ambiance, ni les mêmes personnages, ni le même scénario. C'est assez impressionnant les libertés qu'ils ont pris dans cette série, mais en tout cas j'ai passé un plutôt bon moment. Mais il faut dire que j'ai quand même préféré la série au livre. Pourquoi? Tout simplement parce que la série était quand même assez sombre, avec pas mal d'intrigues. On avait une histoire de meurtre qui prend quand même la dominante sur l'histoire de la danse, puisque oui, nous sommes dans une école de danse. On va suivre nos trois protagonistes ici, Gigi, Beth et June. Voilà, on a Gigi qui change de nom d'ailleurs dans la série, et ce sont trois danseuses classiques qui rêvent de décrocher le top niveau, le rôle solo. C'est vraiment, elles rêvent de ça et elles travaillent extrêmement dur pour y arriver. Mais du coup, à quel prix? C'est surtout ça. Dans cette école, tout est permis pour pouvoir réussir à monter les échelons, et c'est ça qui fait assez peur. Ça montre voilà toute la difficulté, tout le côté sombre de ces écoles et de cet environnement, puisque en fait la danse classique, il faut savoir que c'est vraiment un environnement assez malsain finalement. On parle quand même pas mal d'anorexie, voilà, donc de problèmes avec la nourriture. On parle de fatigue, de blessures, on parle voilà de coups bas également. Il y a beaucoup de jalousie, donc ça pousse à faire des gestes absolument abominables, et c'est très bien retranscrit à la fois dans le livre et dans la série, même si pour moi voilà la série est mieux réussie parce qu'elle est quand même plus sombre. C'est à dire que dans le livre, pour moi, il y a quand même plus de blabla, plus de petites histoires sans importance, alors que dans la série, tous les actes prennent leur importance, et au fur et à mesure on arrive à savoir qui a perpétré le meurtre de Cassie, puisque tout part d'ici. Voilà, c'est une jeune danseuse qui s'est fait pousser du toit de l'école et qui du coup est plongée dans le coma, et on ne sait pas qui a fait ça jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et ce qui est dommage, voilà, c'est que dans ce livre ça prend une place beaucoup plus secondaire. D'ailleurs il me semble qu'à la fin du livre on ne sait même pas qui a poussé Caddy, alors que dans la série on le sait. Et ouais, j'ai pas trouvé ça génial finalement. Pour vous dire, celui-ci il est en VO, c'était quand même assez difficile parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire technique sur la danse classique, donc pour l'anglais c'est pas très accessible, et du coup ça m'ennuyait tellement que vers la moitié j'ai fini par le continuer et le finir en e-book en VF. Puisque voilà, j'en pouvais vraiment plus, j'avais envie de le terminer. J'avais terminé la série très rapidement, mais le livre il a été très long à terminer, autant en VO qu'en VF. Voilà, ça c'est dommage quand même, je trouve, le manque de dynamisme, contrairement à la série qui elle a très bien rattrapé les choses d'après moi. Ensuite je vais vous présenter un deuxième livre en VO qui n'est autre que Loveless de Alice Oseman, dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Je l'ai enfin terminé, puisque mine de rien ils ont l'air petits mais ils font quand même quasiment 500 pages, et ça a beau être de la VO, j'étais plus très habituée d'ailleurs à lire en VO, donc ça a été une petite remise dans le bain pour moi. Mais en tout cas j'ai adoré cette histoire qui parle de la sexualité et de l'aromantisme, deux notions que je ne connaissais pas du tout, du moins vraiment en surface, mais je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, etc. Je ne savais pas faire la différence entre les deux. Maintenant c'est chose que je sais, puisque ici on va rencontrer Georgia, qui est une adolescente qui arrive à l'université, et pendant toute son adolescence elle n'a jamais eu de crush sur qui que ce soit, garçon, fille, personne. Et du coup on va la suivre dans ses questionnements. Est-ce que c'est normal? Est-ce que d'autres personnes comme elle existent? Comment ça se passe dans ce cas là? Comment on appelle ça? Etc. Et voilà, on va suivre vraiment son train-train quotidien, en suivant ses joies et ses peines, tout en découvrant avec elle sa vraie nature et sa vraie identité sexuelle, et pas que, puisque voilà, l'aromantisme, on sait que ça n'a rien à voir avec le sexe, et je pense que c'est important de savoir faire la différence, ce que je ne savais pas
faire avant. Donc je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez vous renseigner sur le sujet. En plus de ça, les personnages sont super sympas. Georgia et ses deux amis Jason et Philippa qui sont absolument adorables. On va aussi faire la connaissance de Wooly qui va venir dans ce groupe. Et voilà, ils partagent vraiment cette amitié autour du théâtre et notamment de Shakespeare. Et ils vont créer leur petite société pour créer leur propre pièce de théâtre à la fin de l'année. Et voilà, en fait la pièce de théâtre c'est vraiment un prétexte pour montrer l'aboutissement du questionnement de Georgia, et moi j'ai trouvé ça absolument génial, donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, complètement dans le désordre, puisque je vais revenir au tout premier livre de l'année 2021 qui n'est autre que La cave de Natasha Preston. C'était un livre très particulier pour moi puisque le genre, j'avais absolument jamais lu ça. Alors en fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Summer, si je me souviens bien, qui se fait enlever par un homme qui se nommerait Trèfle, donc elle trouve ça très bizarre. Et quand elle se réveille, elle va se retrouver dans une maison, dans une pièce complètement hermétique avec d'autres jeunes filles où on lui dit qu'elle est chez elle et qu'elle est censée vivre ici alors qu'elle sait très bien qu'elle a été enlevée et qu'elle ne sait pas où elle est, elle veut retrouver sa famille, elle veut retrouver son copain et voilà, elle est enfermée là-dedans. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'on lui enlève complètement son identité puisque tout le monde là-bas, autant l'homme que les jeunes filles, l'appellent Lila. D'ailleurs les autres jeunes filles sont aussi nommées après des fleurs. On a Rose, Iris et Violette. Et voilà, elles sont censées vivre là-dedans sans rien dire, surtout ne pas se plaindre ou ne pas parler de chez soi et juste voilà, faire sa vie là-dedans, puisque Trèfle, l'homme qui les tient prisonniers, leur dit voilà qu'il faut créer la famille parfaite, absolument pure. Donc il leur achète des vêtements très vous voyez, très stricts. Faut surtout pas qu'on voit trop de peau. Il faut aussi que les filles se préparent tous les jours, qu'elles soient toujours douchées, maquillées, bien propres, etc. Absolument parfaites en fait, c'est ça, il veut la famille parfaite. Et vous vous doutez bien que tout ça, ça montre bien un problème mental et un problème dans le passé de ce personnage, puisque il se venge d'une certaine manière du passé qu'il a eu étant petit. Et c'est assez abominable cette situation, puisque voilà, on a ce personnage qui fait tout pour faire plaisir aux filles, parce qu'il a beau les séquestrer, dès qu'elles ont besoin du moindre petit truc, il va leur acheter. Voilà, il s'occupe vraiment très bien d'elles, elles ont absolument tout pour être heureuses si on veut, mais elles sont quand même séquestrées dans une cave. Donc c'est le problème, et du coup on va suivre évidemment la famille de Summer, notamment le copain de Summer, je me souviens plus de son nom, qui va tout faire évidemment pour retrouver sa copine, puisqu'il sait qu'elle n'est pas très loin, puisque il n'y a jamais eu de corps qui a été retrouvé ni rien, elle a vraiment disparu de la surface de la terre en l'espace d'une après-midi. Donc voilà, on va avoir plusieurs points de vue avec Summer qui est dans la cave avec les autres filles, le copain qui lui est en train de la chercher, mais aussi on va voir le point de vue de Trèfle, donc de l'homme qui les tient prisonniers, puisque on va voir justement toutes les scènes où il est dehors, donc où il va faire des courses pour les filles, etc. On va voir comment il se comporte avec les autres pour avoir l'air normal, et aussi évidemment son passé pour comprendre ce qui se passe là-haut, puisque vous vous doutez bien qu'il y a un gros problème quand même. Voilà, donc c'était une lecture assez particulière qui m'a mise assez mal à l'aise parfois, parce qu'il y a quand même oui, des côtés un peu plus sombres dont j'ai pas trop parlé, mais c'est vrai que Trèfle a beau être très gentil avec ses jeunes filles, il va quand même les obliger à coucher avec lui au bout d'un certain moment. Il va aussi être extrêmement violent à la moindre mention de leur passé, de leur vie d'avant. Si elle tente n'importe quoi, il a toujours un couteau sur lui et il n'hésitera pas à tuer ces jeunes filles malheureusement pour qu'elles se tiennent à carreau. En fait c'est assez affreux. Et en plus de ça on va voir qu'il a une sainte horreur des prostituées, donc il va aller les chercher, les attirer et les tuer en fait très régulièrement. Il fait un petit peu la purge dans la ville et c'est assez horrible. C'est un personnage vraiment aux multiples facettes, à la fois bonne et mauvaise. Voilà, il arrive quand même à donner le change aux autres personnes de la ville, notamment aux policiers qu'il croise aussi, pour faire croire que c'est un homme normal, qui n'a rien à se reprocher. Mais voilà, c'est assez bien ficelé du coup, c'est voilà, très sombre comme je vous le disais. Mais je sais pas, j'avais entendu parler de cette lecture depuis très longtemps et j'avais envie de me lancer quand même. Et je regrette pas, c'était quand même une expérience
sympa. Vous n'êtes pas sans savoir que moi les thèmes un peu sombres et violents comme ça, c'est pas quelque chose qui me dérange et au contraire je trouve que justement ça fait mieux ressortir le positif dans les histoires. Et là, malgré le fait que ça soit quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de lire, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. On enchaîne toujours en e-book avec le livre Entre mes mains, le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugan, qui est un roman que j'ai commencé complètement par hasard. En fait je cherchais le livre le plus court de ma palle pour pouvoir me lire un petit truc rapide, parce qu'il me semble que ça c'était pendant les examens ou pendant une période où j'arrivais pas trop à lire, j'étais en panne de lecture, et j'ai trouvé ce livre dans ma palle, mais alors impossible de le retrouver en papier, je ne sais pas pourquoi. En tout cas c'était une lecture assez particulière aussi, parce que le résumé nous faisait penser qu'on avait droit à une histoire assez simple, développement personnel, voilà, redressement de vie, ce genre de choses, puisqu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Iris, qui a la trentaine et avec un mari médecin, donc tout va bien pour elle on va dire, sauf que son rêve dans la vie c'était de faire de la haute couture, et malheureusement ses parents ne l'ont jamais prise au sérieux par rapport à cette passion, son mari non plus, et du coup elle n'a jamais fait les études nécessaires pour se lancer dans ce métier là. Et bien sûr vous vous en doutez, il y a un jour où ça va péter, elle va se dire j'en ai marre, je ne suis pas heureuse, mon mari il m'ignore complètement, il ne croit pas en moi, j'ai envie de faire de la couture, c'est ça le truc qui me fait vibrer, donc je vais le faire. Donc elle part du coup faire une formation à Paris alors qu'elle est en province, donc c'est quand même un gros sacrifice pour elle. Elle décide voilà de monter là-haut, de faire cette formation, et c'est là qu'elle va être découverte et mise en lumière on va dire par Marthe, la directrice de cette école si on veut dire, de la formation, de l'atelier, et il va y avoir une relation très particulière entre les deux. C'est à dire qu'au début on a vraiment une relation de mentor à élève, et puis au fur et à mesure elles vont se rapprocher de plus en plus, mais à devenir assez malsain. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais en tout cas ça va vraiment prendre des proportions assez énormes. Malgré ça on a vraiment une remontée incroyable de ce personnage, et c'est ça qui est agréable à lire. On va voir que cette petite couturière qui voulait de base se lancer dans la retouche dans son grenier a bien plus de potentiel que ça, et Marthe va réussir à lui faire exploiter son talent, notamment lui faisant rencontrer beaucoup de monde, voilà, en lui faisant agrandir son réseau, et c'est comme ça voilà qu'elle va vraiment se faire un nom dans la mode à Paris et que toute l'histoire va commencer. Donc vous vous doutez bien qu'avec son mari le médecin ça va pas forcément très bien se passer, puisque lui il pense que la couture ce n'est rien d'autre qu'une petite activité de bonne femme qu'on fait comme ça pour s'occuper, donc il la prend pas du tout au sérieux, et forcément bah au niveau du couple ça va s'effriter. Iris va aussi rencontrer un autre homme à Paris qui va peut-être lui faire balancer son cœur, et voilà, comme je vous disais, sur la fin on a vraiment une fin super inattendue, puisque très très sombre aussi, avec des personnages qui commencent vraiment à péter un plomb littéralement, puisque voilà, au niveau de la relation Marthe et Iris ça va se gâter, mais aussi avec ce personnage masculin qui va rentrer dans ce trio voilà, d'une manière aussi inattendue. En fait j'ai apprécié cette lecture, mais c'est vrai que cette fin m'a déstabilisée, je sais pas trop quoi en penser en fait. C'était tellement brutal, je m'y attendais tellement pas, j'avais pas trop vu le truc arriver, sachant que voilà, je me suis dit c'est les conventions, voilà, dans la haute couture, il n'y a pas les mêmes us et coutumes, il n'y a pas les mêmes manières de parler qu'ailleurs on va dire. Et du coup il y a certains éléments, certains indices que j'ai pas eu au moment où ils sont passés, et je pense que c'était fait exprès justement, puisque c'est voilà, c'est assez brutal cette fin. Mais malgré ça j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très original pour le coup, je pense que je me souviendrai de cette lecture. Et puis voilà, pourquoi pas vous lancer aussi si vous voulez voir la remontée fulgurante de cette jeune femme qui trouve enfin la passion dans sa vie. Ensuite je vais vous présenter un roman que vous avez dû beaucoup voir à sa sortie également, qui n'est autre que Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, qui est évidemment le préquel des Hunger Games, donc avec cette fois le point de vue de Snow quand il était jeune pour ses premiers Hunger Games. Alors là pareil, j'ai un avis assez mitigé, c'était très très bizarre en fait, parce que moi je suis une très grande fan de la trilogie principale que j'ai lue 2 ou 3 fois, et vraiment
j'avais adoré. J'avais adoré l'écriture, j'avais adoré les rebondissements, c'était vraiment un univers très très bien ficelé. Et là du coup le fait de se retrouver peut-être 50 ans avant, peut-être même plus, puisque là on a Coriolanus Snow qui est un jeune ado en fait, et qui va participer en tant que mentor à ses premiers jeux. C'est assez perturbant. Au début, je me suis dit, ils vont nous faire apprécier le personnage, et c'est ce qu'ils font, puisqu'on se rend compte que Snow n'a pas toujours été l'homme cruel qu'il sera dans la trilogie principale, puisque voilà, au début c'est vraiment un garçon qui vit dans une situation très compliquée, très précaire, puisqu'il vit avec sa cousine et sa grand-mère dans un tout petit appartement. Il galère pour manger, il galère pour vivre, pour s'habiller, pour tout. Et malgré ça, il faut sauver les apparences, puisque la seule solution pour lui pour s'en sortir dans le futur, c'est d'obtenir une bourse et voilà, d'aller à l'université, mais il faut qu'il se distingue, et pour ça, voilà, il faut vraiment sauver les apparences, parler comme les autres, faire comme si, malgré le fait que voilà, il ne peut pas même pas déjeuner le matin, mais voilà, c'est pour ça qu'on a une espèce d'empathie pour lui au début. Évidemment ça ne va pas durer, hein. On peut dire que le livre est divisé en trois. Le premier tiers c'est voilà, la préparation des jeux, Snow qui va devenir mentor, etc. Deuxième partie c'est les jeux en question. Je pensais que ça allait vraiment être entièrement sur les jeux, mais il y a vraiment une troisième partie autre après, que je ne peux pas vous dire du coup dans quel contexte, mais je m'attendais vraiment à ce que voilà, tout le roman soit centré sur les jeux. Mais bon, faut savoir qu'après le roman fait 600 pages, donc il y a quand même un bon passage sur les Hunger Games. D'ailleurs le tribut de Snow qui s'appelle Lucy Gray, justement elle vient du 12, hein, quel heureux hasard, et du coup elle va faire chavirer le cœur de Snow en fait, puisque c'est une chanteuse voilà, du 12 qui devrait normalement la dégoûter, et finalement il se rend compte que pareil, elle n'a rien à faire dans cette arène, donc il va tout faire pour la sauver puisqu'il est amoureux d'elle, voilà, en lui envoyant des colis, etc. Et voilà, jusqu'à l'issue finale, je ne vous dirai pas laquelle. En tout cas, la fin m'a assez perturbée. Pareil, le dernier tiers, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choix de la part de Snow. En fait, voilà, c'est ça qui prend le tournant de sa vie. C'est ça qui va transformer le petit Snow gentil et amoureux en une bête sanguinaire en fait, hein, puisque c'est ce qu'il est après. Et justement voilà, la fin, la toute fin, les dernières lignes montrent bien la renaissance de ce personnage qui devient complètement barbare et sans aucune morale en fait. Il en a plus rien à faire de rien. Et ça pour le coup j'ai bien aimé cette fin, puisque pour moi ça représentait parfaitement le personnage. Voilà, c'est vraiment l'ascension de ce personnage à la fois dans la société, l'évolution de sa personnalité qui change hein, bien sûr, et aussi toutes les relations qu'il a pu avoir pendant ces événements. Et c'était vraiment très intéressant franchement. J'avais peur que ce préquel soit purement commercial hein, parce que forcément Hunger Games, on savait très bien qu'en mettant Hunger Games sur un bouquin ça allait se vendre comme des petits pains, mais du coup voilà, j'avais peur que ça soit vraiment un bouquin voilà, pour l'argent, avec pas beaucoup d'infos exclusives, que l'univers n'allait pas être extrêmement fouillé. Et finalement franchement on s'y retrouve bien, c'est comme si on avait changé d'époque mais toujours avec ces repères des Hunger Games. Et j'aime bien aussi voir comment justement sont arrivées les idées notamment des votes, et j'aime bien voir comment justement les Hunger Games ont évolué aussi, puisque on a des personnages qui vont proposer de nouvelles façons de faire, notamment les paris par exemple, l'envoi des cadeaux par les sponsors. Tout ça, ça n'existait pas avant ces jeux là, et c'était super intéressant justement de voir cette évolution là. Franchement, si vous êtes des fans de la série, vous allez beaucoup apprécier ce livre qui donne un tout autre horizon à cette saga. On continue avec un livre que je ne suis pas peu fière d'avoir terminé, c'est la trilogie complète de Grisha de Leigh Bardugo qui est ici dans son édition France Loisirs en intégrale, qui est franchement pas mal, puisque là vous voyez pour 21,50 € vous avez la trilogie entière avec une magnifique couverture. Je vous l'avais déjà montré il me semble dans une autre vidéo, mais en tout cas très contente de mon achat, au moins pour l'objet livre. Ensuite au niveau de l'histoire, vous connaissez
Grisha, j'en suis certaine, mais pour vous refaire vite fait le topo, on va suivre Alina et Mal qui sont deux orphelins dans un royaume complètement fantastique où vivent des Grishas. Ce sont des espèces de mages en fait qui maîtrisent telle ou telle aptitude en fonction de la classe dans laquelle ils sont. Et nous allons vite découvrir qu'Alina n'est pas une simple orpheline ni même une simple humaine, puisque c'est une Grisha, non seulement une Grisha, mais elle se révèle très vite avoir des pouvoirs très particuliers, puisqu'elle est en fait l'invocatrice de lumière. Elle contrôle la lumière, ce qui est un pouvoir extrêmement rare, et pouvoir qui pourrait détruire le pouvoir en place, puisqu'il est mené par le Darkling qui lui maîtrise les ténèbres et qui fait tout pour les entretenir, notamment via un mur de ténèbres qui s'appelle le Fold, qui coupe la carte du monde en deux, donc c'est assez impressionnant, ça fait une mer de ténèbres. Et du coup voilà, on a Alina qui va essayer de changer tout ça, de détruire ce mur et de détruire le Darkling, tout ça en l'espace d'une trilogie. Donc il y a quand même de quoi faire. On a aussi beaucoup de personnages secondaires très attachants, toute l'équipe qui va la suivre. On va Baghra qui va lui apprendre à utiliser ses pouvoirs, on a aussi Genia qui va lui changer son apparence. On a évidemment Mal, son grand partenaire de toujours. On a aussi le prince Nikolai qui lui est le prince héritier, mais qui n'a pas du tout, comment dire, la personnalité d'un prince, c'est-à-dire que lui c'est un baroudeur, il a envie d'être sur le front et c'est vraiment génial. C'est un personnage qui est très drôle, qui est très excentrique, qui n'a pas la langue dans sa poche, et puis aussi très narcissique, hein. Ça va aussi de pair souvent avec ce genre de personnalité, mais c'est un personnage qu'on aime vraiment retrouver avec sa répartie. Franchement on rigole bien. J'ai beaucoup aimé le traitement qu'on a de ce monde, puisqu'on a quand même pas mal de villes, les personnages vont beaucoup voyager, et d'une ville à l'autre on va voir différents peuples, notamment les Kersh, les Shu, les Fierdian, tout ça. On a beaucoup de peuples, donc voilà, pas mal d'aspects culturels, ça j'ai bien aimé. On a aussi pas mal de créatures fantastiques, vous l'aurez deviné, puisque dans chaque tome on va se concentrer sur un de ces animaux, donc d'abord le cerf, puis le dragon de glace et l'oiseau de feu, qui sont en fait des amplificateurs. Donc ce sont des animaux qui, lorsqu'ils sont tués, confèrent un immense pouvoir au Grisha qui l'a tué. Et voilà, c'est pour ça qu'elles sont traquées ces bêtes là, mais elles sont extrêmement difficiles à trouver. Voilà, par contre justement par rapport à ces bêtes là, j'avoue que moi qui adore les créatures fantastiques, j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu plus, parce qu'à chaque fois qu'on croise leur chemin c'est très rapide, il se passe pas grand chose, et moi j'aurais aimé vraiment en savoir plus, ou que ça soit un petit peu plus long. Voilà, les scènes avec eux c'était des personnages secondaires qui auraient pu être plus développés. Au niveau des personnages d'ailleurs, je vous disais que j'avais beaucoup aimé les personnages secondaires, mais ce qui est assez drôle c'est que j'ai détesté les personnages principaux, c'est-à-dire que Alina je la trouve absolument insupportable, vraiment c'est souvent maintenant dans les fantastiques, je trouve que les héroïnes principales sont capricieuses, qu'elles écoutent pas ce qu'on leur dit, mais de manière... c'est pas le côté indépendant là, c'est vraiment le côté capricieux. Le côté indécis aussi, ça c'est assez agaçant, parce que le pauvre Mal, qui est son partenaire, lui il s'en prend plein la tronche et jusqu'au bout, alors que lui il est adorable depuis le début. Mais c'est vrai que bon, le fait qu'il se laisse faire, ça fait qu'il remonte pas beaucoup dans notre estime, hein, puisqu'on a envie quand même qu'il se secoue et qu'il se laisse pas faire, parce qu'il mérite pas ça. Voilà, mais à côté de ça, bizarrement je crois que mon personnage préféré de cette histoire c'était le Darkling, puisque en fait je crois que c'est la première fois qu'un méchant est aussi bien mis en avant, et pour le coup j'ai beaucoup aimé son histoire. J'ai même lu un petit préquel on va dire sur son enfance avec sa mère, j'ai beaucoup aimé. Il a beau avoir des centaines d'années, parce qu'il est, voilà, il est très vieux, c'est sa magie qui l'entretient. J'ai adoré voilà sa personnalité, sa répartie également, et comment il joue avec Alina justement. Il est très manipulateur, mais je sais pas, j'ai eu un bien meilleur feeling finalement avec le Darkling qu'avec le bon côté du camp avec Alina. Voilà, puisque j'ai pas aimé son personnage malheureusement. Mais malgré ça, ça a resté une très bonne trilogie. J'ai quand même bien traîné sur le tome 2 et surtout sur le tome 3. Alors après, est-ce que c'était parce que j'étais dans une espèce de panne de lecture bizarre? C'est possible, mais en tout cas, bon, c'est très fluide, c'est très addictif, mais il y a quand même des scènes où il y a
pas mal de longueur parfois, on se demande où ça va en venir, et j'avoue que la fin pour le coup, même si bon ça bouclait très bien l'histoire, justement j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile. Il y a des révélations mais malgré ça voilà, cette fin c'est... Je vais pas vous dire ça finit bien ou mal, mais en tout cas ça arrive trop vite. Et pour moi c'est bâclé quoi cette fin. Ça méritait pas pour 1200 pages. On attend vraiment une fin explosive dont on s'y attend pas et vraiment autre chose. Donc je suis un peu déçue de cette fin. À voir du coup, maintenant j'ai envie de lire Six of Crows de la même autrice dont on m'a beaucoup parlé. On m'a dit justement que là le côté jeunesse que j'ai moyennement aimé était beaucoup moins présent dans Six of Crows, puisque là on va suivre cette fois des voleurs et je pense que ça va plus me plaire, voilà, le côté plus young adulte. Et surtout bah, le scénario, on m'a dit que là ça pétait dans tous les sens, qu'on s'y attendait pas, qu'il y avait des révélations de fou. Donc là j'ai beaucoup plus d'espoir on va dire pour Six of Crows. D'ailleurs il est là-haut mais le problème c'est que je l'ai en VO, donc j'avoue que j'y vais un peu à reculons. J'ai commencé, j'ai lu les 2 premiers chapitres, il y en a 50 hein, donc logiquement quand ça commence comme ça je finis pas le bouquin avant 6 mois, donc il faudrait que je me secoue ou alors que je me les procure en VF et puis on verra ce que ça donne, mais je suis sûre que ça va plus me plaire que Grisha, même si je le répète encore une fois c'était quand même une très bonne lecture. Et enfin, dernier roman que je vais vous présenter, que j'ai lu il y a très peu de temps, c'est La Chronique des Bridgerton. Alors moi j'ai lu le tome 1 pour l'instant, voilà, donc je suis à la moitié puisque ce sont des tomes doubles, c'est de Julia Quinn et évidemment j'ai acheté ce bouquin après la sortie de la série sur Netflix que j'ai également adoré, alors que franchement c'est pas du tout mon genre, vraiment. Les trucs historiques, romances, c'est pas du tout mon délire, mais j'ai adoré, j'ai tout regardé en une nuit et du coup je me suis dit il me faut la suite, je veux lire la suite, les personnages sont géniaux, c'est toute la force de ce roman puisqu'en fait on est donc à la cour victorienne dans les années 1800 et on va suivre donc la famille Bridgerton qui est une famille haut placée, voilà, dans le mondain, etc. Et du coup on va suivre ces personnages pendant la saison des mariages si on veut, pendant le tome 1 du moins, avec l'entrée dans le monde de Daphné puisque elle a l'âge de se marier et donc sa mère l'emmène dans les bals mondains pour pouvoir trouver un bon parti. Et voilà, ça tourne tout autour de ça pour le premier tome, jusqu'à ce qu'elle rencontre le duc, puisque le premier tome s'appelle Le Duc et moi. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir une romance entre ces deux-là. Et c'est une romance assez atypique, un peu pas enemies to lovers, mais dans ce genre-là, puisque ils ne se détestent pas, mais c'est des personnages qui vont partir en fait d'une entente. Ils vont se dire écoute, toi tu n'as pas envie de te marier et toi tu ne trouves aucun bon parti qui t'intéresse, donc en attendant on va traîner ensemble et puis on va faire genre que qu'on se tourne autour quoi. Donc du coup les personnages vont faire semblant devant toute la cour de se courtiser. Et malheureusement, vous vous doutez bien que ça ne va pas s'arrêter là puisque les personnages forcément vont tomber amoureux. Mais surtout, le problème vient du duc, puisque le duc de Hastings, qui lui... Bah en fait voilà, de base il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas d'enfants et c'est vraiment quelque chose, ça le met en colère, on voit que c'est quelque chose... Voilà, qui n'a pas été décidé comme ça et justement on va découvrir pourquoi dans cette histoire, pourquoi il ne veut pas d'enfant, pourquoi il ne veut pas se marier. Et voilà, le scénario tourne autour de ça, donc honnêtement, bon, vous allez me dire, c'est un scénario, il est pas oufissime, et je suis d'accord. Seulement, ce qui est génial dans ce livre, encore une fois, déjà les personnages, puisque les personnages, la famille Bridgerton, ils sont 8 enfants. 8 enfants, donc à peu près la moitié de garçons et de filles, et ils sont tous aussi originaux les uns que les autres, c'est absolument génial. En fait finalement je crois même que Daphné est la plus fade d'entre elles, mais les autres personnages j'ai trop hâte d'en savoir plus sur eux puisque ils avaient tous déjà, autant dans la série que dans le livre, même si un peu moins dans le livre, une présentation assez originale et on avait envie d'en savoir plus sur leur vie. Et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais chaque tome se concentre sur un enfant Bridgerton. Le prochain d'ailleurs, le tome 2 qui est ici, c'est sur Anthony, donc le grand frère de Daphné. Ce qui est bien, voilà, c'est que forcément on va pas parler mariage
mariage tout le temps, puisque voilà, lui, Anthony, il veut absolument pas se marier et il a une vie complètement différente de celle de Daphné. Mais voilà, les personnages déjà dans un premier temps, notamment le personnage anonyme de Lady Whistledown. En fait c'est la chroniqueuse qui écrit un espèce de journal à scandale qui est publié tous les jours à Londres et qui fait absolument rager toute la haute société, puisqu'elle balance tout en fait, elle balance tout ce qui se passe pendant les balles, les scandales, etc. Qui a dit quoi à qui, etc. Et forcément on a très hâte de savoir qui c'est. Et enfin, deuxième point qui m'a fait adorer cette lecture, c'est l'ambiance. Parce que voilà, comme je vous disais, c'est pas mon délire et pourtant on est tellement plongé dedans avec voilà, ces balles, la manière de parler, les vêtements. Donc là c'est plus dans la série puisque c'est plus visuel, mais c'est aussi très descriptif dans le livre. Et voilà, c'est ça qui nous plonge complètement dans les us et coutumes de cette époque, les décors, les activités. Il y a aussi tout le côté différence entre les hommes et les femmes, puisque c'est une période où forcément les hommes et les femmes étaient encore moins égaux qu'aujourd'hui. Et c'est super intéressant justement de voir toute cette culture à cette époque là. Et voilà, ça fait vraiment une immersion et c'est ça qui est génial dans ce bouquin. C'est vraiment qu'on est plongé dedans, nous aussi, on est en train de valser avec des prétendants, c'est vraiment super, j'ai adoré. Du coup, si vous voulez vous évader un petit coup dans l'histoire, n'hésitez pas à vous plonger dans la chronique des Bridgerton, où il va y avoir 9 tomes en tout. Et là actuellement il y a le 3-4 qui est sorti il y a quelques jours, mais ça va aller assez vite puisque ce sont des rééditions. C'est des livres qui sont sortis il y a à peu près 10 ans et c'est dommage je trouve qu'on n'en ait jamais entendu parler avant la sortie de la série, parce que franchement quelle pépite, j'aurais vraiment regretté d'être passée à côté de ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des livres en commun avec moi, si vous les avez aimés ou non. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!